Bonjour chers amis, chers apprenants. Comme la fois passée, nous avions introduit le cours d'arboriculture avec les généralités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'objet même de l'arboriculture qui est le verger. Alors, le présent cours, il va se dérouler de cette manière. Nous avons une définition du verger, la création du verger, les différentes études préliminaires, le choix du site, les facteurs écologiques qui peuvent influer dans l'installation du verger. Nous allons parler d'un deuxième point qui est l'aménagement du verger. Dans l'aménagement du verger, nous avons les travaux d'aménagement foncier d'une manière générale et ensuite les mesures de protection qui peuvent être prises par rapport à l'installation du verger. Alors, chers amis, nous avons dit que le verger, l'arboriculture, c'est la mise à disposition de fruits en quantité, en qualité, comestibles et commercialisables. Alors, pour avoir ces fruits et ces fruits en quantité, en qualité, il faut un endroit spécifiquement conçu à cet effet. C'est pour cela que nous disons qu'en arboriculture, l'endroit destiné à la multiplication et à la mise à disposition des fruits, c'est le verger. Le verger est un espace aménagé pour l'installation et la production d'arbres fruitiers. Il faudra faire la part des choses. Lorsque l'on installe quelques arbres fruitiers dans sa cour ou encore autour des champs, on ne peut pas parler de verger. Il faut que l'endroit soit spécifiquement conçu pour pouvoir avoir des fruits de qualité en quantité, afin que l'arboriculteur puisse, en plus de sa consommation personnelle, puisse en faire une activité professionnelle. Alors, ce verger, qui est l'endroit idéal pour la mise à disposition des fruits, le choix de ce verger ne peut pas être fait au hasard, parce que ça demande des investissements dont le retour n'est pas immédiat. À l'inverse de certaines activités agricoles où nous avons la production en une saison, lorsqu'il s'agit d'arboriculture fruitière, le plus tôt, les premiers investissements, à l'exception de certaines espèces fruitières comme les fraises, le papayer, l'ananas, qui sont parfois annuels, dans la plupart des espèces ligneuses, les agrumes, les anacardiers, les goyaviers, le manguier, qui est l'arbre fruitier le plus répandu ici. Alors, le retour sur investissement ne peut pas se faire avant les 3 ou 5 ans. Dans le meilleur des cas, si les plants sont obtenus par greffage, on peut obtenir les premières récoltes au bout de 3 ans. Or, lorsque c'est des plants sémés, nous avons les premières récoltes au bout de 5 ans. Alors, quand vous investissez votre argent dans une activité où les retombées ne viennent pas à l'immédiat, il faudra bien pouvoir choisir l'endroit afin de ne pas faire de faux calculs. Parce que comme vous savez, en général, pour ces activités, nous sommes obligés de se référer à des partenaires financiers. Et or, quand vous prenez un prêt, vous avez l'obligation de le rembourser. C'est pour cela que le choix doit être judicieux quant à la création du verger. Aussi, quand vous devrez installer un verger, la première des choses, c'est les études préliminaires, comme son nom l'indique, les études préliminaires, qui porteront sur le milieu environnant, c'est-à-dire le climat et le sol. Qui parle de climat va parler d'humidité, de température, de luminosité et même du vent. Et quand on parle du sol, c'est le sol dans ses différentes caractéristiques physiques, chimiques et organiques. Il faut aussi voir la possibilité d'une irrigation, parce que on ne peut pas parler d'installation de verger sans prévoir une irrigation supplémentaire en général. Les espèces, même dans le cas du manguier, qui est l'espèce, disons, la plus tropicalisée, et qui, à cause de certaines caractéristiques physiologiques du système racinaire, devient indépendant au bout de 7 à 10 ans d'existence, parce qu'en ce moment, le système racinaire parvient à atteindre la nappe phréatique. Et même dans le cas du manguier, une irrigation supplémentaire est nécessaire lorsqu'on se situe dans le cadre d'une activité professionnelle pour avoir les meilleures récoltes possibles. Alors, on ne peut pas prévoir de verger sans cela. Alors, quand vous devrez choisir votre site de verger, il faudra avoir la possibilité et la possibilité d'irrigation et la disponibilité en eau. Aussi,
nous devons aussi tenir compte de la situation géographique humaine du verger. C'est-à-dire que le verger doit avoir une certaine proximité avec les centres habités. Le verger doit avoir une certaine proximité avec les grands centres urbains, afin que nous ayons la possibilité d'accès, la possibilité de la main-d'œuvre, la possibilité de vacation de nos produits. Alors, nous avons le point suivant, c'est les études de commercialisation. Parce que nous disons que quand on dit que l'arboriculture est une activité professionnelle, alors ça veut dire qu'on doit faire cette activité afin de pouvoir en vivre. Alors, les études de commercialisation sont nécessaires lorsque vous devez prendre votre. Il ne sert à rien de produire quand vous ne parvenez pas à vendre. Donc, alors, dans ce cas, le meilleur site du verger doit être situé en bonne position par rapport au centre de commercialisation, en bonne position par rapport au centre d'approvisionnement. Parce que vous avez non seulement besoin de pouvoir amener les différents intrants dans les meilleures conditions, à bas prix, et vous avez aussi vous devez avoir la possibilité de pouvoir atteindre les centres de commercialisation dans les meilleures conditions et à moindre coût. Nous avons dans les études techniques, aussi, il faudra faire des études techniques. Les études techniques par rapport à l'utilisation des intrants. Est-ce que l'endroit où nous allons choisir est compatible avec l'utilisation des différents intrants qui sont utilisés en arboriculture? Est-ce que les plantes que nous comptons installer dans cette zone sont compatibles avec l'endroit? Il y a les études économiques aussi qu'il faudra faire. Ça veut dire que quand vous installez un verger, il faudra aussi avoir la possibilité de pouvoir exploiter au maximum la parcelle. Nous avons dit tantôt que le verger, le problème dans la grande question dans l'arboriculture, c'est que les investissements n'arrivent pas très vite. Alors, puisque l'arboriculteur doit vivre dans tous les cas, il doit faire la possibilité de pouvoir mener des activités parallèles à l'arboriculture sur la même superficie. C'est pour cela les études économiques doivent porter sur la possibilité d'installation de cultures intercalaires qui vont permettre à l'arboriculteur d'avoir des ressources financières pendant que l'arbre fruitier n'a pas encore commencé à fructifier correctement. Donc ceci est d'autant plus important que les études préliminaires tiennent une place primordiale dans l'activité d'arboriculture. Alors après cette étude préliminaire, sur l'endroit, l'arboriculteur va passer au choix du site. Le choix du site va tenir compte de 3 environnements. L'environnement physique, l'environnement géographique et l'environnement économique. L'environnement physique, comme on le dit, c'est là où vous devez installer votre verger. Quelles sont les conditions de ce milieu? Les conditions du milieu. Les conditions du milieu, c'est par rapport effectivement à la nature du sol, par rapport à la structure du sol, par rapport aux qualités nutritives du sol, par rapport à la possibilité, comme on l'a dit, d'avoir une certaine humidité au niveau du sol. Alors, dans ce cas, vous voyez, un bon sol doit avoir une meilleure structure par rapport à l'installation des arbres fruitiers, doit avoir une qualité nutritive, doit avoir une capacité de rétention d'eau. Ensuite, nous avons aussi, toujours dans l'environnement physique, il faudra tenir compte du relief. Le relief. Dans la mesure du possible, il faut privilégier les reliefs plats. Les reliefs plats qui facilitent les différents travaux d'entretien, les travaux d'irrigation, les travaux d'entretien du sol, les travaux de préparation du sol, lorsque le relief est plat, uniforme. Mais dans l'impossibilité, en arboriculture, on peut toujours agir sur ce relief, mais quand on a la possibilité, il faut choisir les reliefs plats. L'environnement géographique aussi, la situation du terrain est aussi importante, comme on l'a dit. La situation de votre verger par rapport au centre de commercialisation, la situation de votre verger par rapport à la population, à la présence du consommateur, à la présence de main-d'œuvre, aussi même la situation géographique par rapport au climat où vous allez installer votre verger est d'autant plus important. L'environnement économique, c'est surtout par rapport au point de commercialisation.
Les points de combinaison, ça veut dire que le verger doit être installé dans un endroit où accessible aux commerçants, accessible aux consommateurs, sinon que ça doit être dans un endroit où l'arboriculteur même peut facilement accéder au centre de commercialisation. Donc l'environnement, puisque nous avons dit que le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est la génération de ressources financières pour l'arboriculteur. L'environnement économique doit être tenu en compte par rapport au choix du site. Donc voici les 3 principaux points dont l'arboriculteur doit tenir compte dans le choix du site de son verger. Nous avons dit tantôt qu'il faudra bien choisir son verger, mais une fois que nous avons choisi ces conditions, ces sites, le site doit présenter des caractéristiques qui conviennent effectivement. Parmi ces caractéristiques, nous avons les facteurs écologiques, le climat et le sol. Le climat, nous avons dit, c'est la température, le vent, la pluviométrie, la pluviosité, l'hygrométrie et la luminosité. Effectivement, vous allez me dire qu'en Afrique ici, la luminosité, on a trop chaud, d'ailleurs qu'on a un excès de soleil, effectivement, mais dans les conditions africaines, ça ne pose pas trop de problème, mais la luminosité peut être un facteur limitant lorsque l'arboriculteur se situe dans des zones tempérées. C'est pour cela qu'il faudra toujours avoir en tête que la luminosité peut avoir un petit facteur. En Afrique, sachant que les plantes n'ont besoin que de 3% du rayonnement lumineux pour pouvoir faire la photosynthèse, en ce moment, la luminosité ne pose pas de problème. Sauf qu'il faudra éviter parfois d'installer le verger au sein des forêts. Si vous devrez installer un verger dans une forêt, il faudra obligatoirement procéder au défrichement total. C'est-à-dire ne pas laisser de grands arbres qui vont faire de l'ombrage à nos arbres fruitiers. Et il y a l'hygrométrie. Il faut faire la différence. L'hygrométrie et la pluviométrie, la pluviosité sont tous des paramètres qui sont en rapport avec l'humidité. La pluviométrie d'une zone, c'est la quantité de pluie qui est recueillie en une année. Généralement, c'est en millimètres par an. La pluviosité, c'est la fréquence des pluies. C'est là où c'est le plus important que l'arboriculteur doit savoir pour chaque espèce fruitière qu'il va installer, quelle doit être la fréquence des pluies. Non seulement il y a les quantités qui comptent, mais aussi la fréquence des pluies. Enfin, l'hygrométrie est la présence d'humidité dans l'air. Effectivement, l'hygrométrie est d'autant plus importante que beaucoup de nos arboriculteurs peuvent faire l'erreur d'installer certaines espèces tropicales humides dans nos zones tropicales sèches. En ce moment, une simple irrigation ne suffira pas à combler cette hygrométrie qui est la présence d'humidité dans l'air. Si vous tenez à installer des espèces tropicales humides dans nos conditions sèches, ça veut dire que vous êtes tenu de créer des conditions spécifiques, notamment la culture sous serre, où vous avez la possibilité de contrôler l'hygrométrie en injectant de la vapeur d'eau dans ces serres, afin que les plantes qui sont là puissent se sentir dans une situation d'humidité de l'air. Alors, la température et le vent aussi, nous avons ces deux facteurs qui sont, comme on le dit, qui sont des facteurs très importants. La température, elle détermine le degré de croissance, elle détermine la capacité de fructification et la capacité de maturité des fruits. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est ce qui permet de différencier la capacité des espèces à tenir dans des zones tropicales ou encore à tenir dans des zones tempérées. Le vent est un facteur qui est très important qui peut jouer dans la pollinisation. Un vent très faible est défavorable à la pollinisation. Un vent trop fort est défavorable à la pollinisation. Donc, en général, c'est les vents moyens de faible envergure qui sont favorables à la pollinisation. La pollinisation, comme on l'avait déjà souligné dans le cours passé, la pollinisation, c'est la rencontre entre les organes mâles et femelles de la flore et dont le résultat est l'obtention du fruit. Alors, le vent peut avoir ce rôle-là, mais lorsqu'il est très violent
il devient néfaste, quand il est très faible, il n'a pas d'incidence. C'est pour cela même, dans le cas du vent, et on va voir plus loin un peu, que l'arboriculteur doit installer des brise-vents afin de pouvoir limiter l'effet violent de ces vents. Par rapport au sol, nous avons les qualités physiques, chimiques et organiques. Les qualités physiques, nous avons la structure du sol, les dimensions des particules qui constituent ce sol, qui vont avoir des influences par rapport à la capacité de rétention d'eau. Parce que nous avons dit, plus le sol est sableux, moins la capacité de rétention d'eau est faible. Plus le sol est argileux, moins seraient les infiltrations. Alors les meilleurs sols destinés dans un verger, ce sont des sols qui font la structure d'un sol franc. C'est-à-dire peu de sable, en moins une proportion de sable, une proportion d'argile et une proportion de limon qui permet effectivement d'avoir une bonne capacité de rétention d'eau. Nous avons la structure chimique organique du sol qui va jouer sur les capacités nutritives du sol. Là, même si nous avons affaire à des sols pauvres, chimiquement et organiquement, il y a la possibilité à travers les amendements et l'apport, les fumures, qu'on peut corriger ces facteurs. Mais si l'arboriculteur a la possibilité, il doit toujours choisir des sols qui présentent les meilleures caractéristiques afin qu'il ne fasse des défenses supplémentaires pour pouvoir installer ces arbres. Aussi, si nous avons parlé du verger, du choix des sites, du choix des sites du verger d'une manière générale. Dans cette optique, nous allons dire que dans l'installation des vergers, il est très important pour l'arboriculteur de pouvoir choisir le meilleur sol possible, les meilleurs endroits possibles, afin de pouvoir obtenir le maximum de rentabilité. Aussi, dans un premier temps, nous avons parlé de l'établissement des vergers. Alors, nous allons cette fois-ci, par la suite, parler de l'aménagement foncier du verger. Nous avons choisi notre site. Nous avons choisi notre site en se basant sur les capacités du sol, en se basant sur le climat, en se basant sur les paramètres de commercialisation, en tenant compte des facteurs économiques et financiers. Alors, nous allons passer à l'aménagement de notre verger. Aussi, l'aménagement du verger, c'est l'ensemble des opérations et techniques culturelles qui doivent suivre le choix du site, qui doivent permettre l'installation de l'arbre fruitier, qui doivent permettre la conduite des arbres fruitiers. Et si cet aménagement va dépendre bien sûr de l'envergure de l'activité, de l'objectif de l'activité. Selon qu'on soit en arboriculture familiale, semi-industrielle, selon qu'on soit en arboriculture industrielle, le matériel utilisé, les outils utilisés peuvent différer d'une situation à une autre. Aussi, dans tous les cas, nous avons globalement une certaine succession des opérations qui vont se suivre, même si parfois les moyens utilisés pour l'exécution de ces opérations peuvent différer en fonction de l'espèce culturelle, peuvent différer en fonction du milieu géographique, peuvent différer aussi en fonction des capacités économiques de l'arboriculteur. Un lieu choisi doit être au préalable nettoyé. Quand on parle de nettoyage, il y a trois sous-opérations qui peuvent se passer pendant le nettoyage. Il faut un défrichement. Le défrichement consiste à abattre les arbres, les grands arbres qui sont là. C'est un terrain nouvellement donné. On abat tous les végétaux qui sont sur le terrain. Donc c'est ça le défrichement. On abat les arbres, on les enlève du terrain. On fait un désherbage. Le désherbage consiste à éliminer les herbes. Si le défrichement c'est les arbres, le désherbage lui consiste à éliminer les herbes. Ensuite, il faut parler au dessouchage. Le dessouchage, c'est enlever les souches. Ça veut dire que lorsque vous abattez l'arbre, il y a la chose, la base de l'arbre et le système racinaire qui reste enfoncé doivent être déterrés pour permettre
les techniques culturelles dans le verger. Donc, ils doivent être enlevés. Donc, le défrichement va être suivi du désherbage. Ensuite, on passe au dessouchage et enfin un nettoyage général du verger. Alors, les débris végétaux qui ont été obtenus peuvent avoir plusieurs types d'utilisation. L'idéal, ce serait de choisir les herbes, les feuillages pour le compostage. Les branches, les troncs d'arbres peuvent être utilisés pour l'obtention du charbon de bois. Donc ce compost-là pourra plus tard être utilisé comme fumure organique pour votre activité. Ça, c'est l'idéal. Il y a la possibilité, mais à défaut de pouvoir faire, en fonction de la nature du sol, les débris végétaux peuvent être transformés en cendres végétales. Parce que dans certaines zones où nous avons une prédominance de termites et de nématodes qui sont des insectes qui détruisent le système racinaire, l'utilisation de la cendre végétale va permettre de lutter un peu contre, ces ennemis. Il y a la possibilité aussi que cette cendre végétale puisse être utilisée pour amender les sols. Quand le sol est trop alcalin, l'utilisation de la cendre végétale peut aussi amener à un pH acceptable pour les plantes. Donc vous voyez que nous avons la possibilité, après nettoyage, les débris végétaux obtenus peuvent servir aussi à quelque chose. Après le nettoyage, nous allons l'opération suivante. L'opération suivante après le nettoyage. L'opération suivante après le nettoyage, ce serait quoi? Ce serait le sous-solage. Le sous-solage, après le sous-solage, on fait un défoncement, un sous-solage, on fait le labour, on fait ensuite la fumure de fond. Il faut bien préciser que c'est la fumure de fond à l'aménagement en fait. Parce que la fumure de fond, c'est lorsque nous apportons de l'engrais, au verger avant l'installation des plants. Donc c'est la fumure de fond qui est pratiquée à l'aménagement du verger. Une fois que nous avons eu à défricher le terrain, nous faisons un plan du verger. Le plan du verger, c'est prévoir les différents endroits, les destinations où est-ce que nous devons installer effectivement les arbres. Ça trouve déjà que nous avons choisi notre espèce fruitière, nous savons combien de superficie nous avons pour les arbres, quel endroit nous allons choisir comme hangar, comme magasin, où est-ce qu'on va installer la compostière. Donc on fait un dessin, une topographie du verger une fois qu'on a fini le défrichement. Après le défrichement, après avoir fait ce plan, on passe à l'opération de sous-solage. Le sous-solage, c'est quoi? Le sous-solage, on dit que c'est un labour profond. Autant pour moi, le défoncement plutôt. Le défoncement est la première opération qu'on fait après avoir nettoyé la parcelle. Le défoncement, ça consiste à un éclatement du sous-sol à une profondeur pouvant atteindre les 80 cm. Alors, il y a plusieurs sortes de défoncement. Il y a le défoncement en plein champ, il y a le défoncement à l'explosif, il y a le défoncement par trou. Ce défoncement par trou est le défoncement le plus fréquent en Afrique parce que ça demande, les autres types de défoncement demandent des moyens plus performants, alors que le défoncement par trou, ça consiste juste à creuser des trous pour la réception des plants. C'est des trous dont la dimension varie de 60 cm à 1 mètre en fonction du système racinaire, c'est-à-dire que la largeur. Si vous avez affaire à une plante à système racinaire traçant, comme le cas des agrumes, ça veut dire qui s'étale en largeur, en ce moment le trou doit être plus large que profond. Si vous avez affaire à une espèce fruitière dont le système racinaire est pivotant, ça veut dire que le système racinaire principal est bien développé, en ce moment le trou doit être plus profond que large. C'est notamment le cas des manguiers, le cas de l'anacardier. Alors, c'est ça le défoncement partout. On dit que effectivement c'est ce qui est le plus pratiqué en Afrique subsaharienne. Mais dans les autres pays qui ont les moyens plus développés, les moyens financiers, les moyens techniques, et ils font des défoncements mécaniques en plein, c'est-à-dire qu'ils labourent très profondément tout le champ.
Et ensuite, lors de l'installation, c'est des petits trous de plantation qu'ils vont créer pour les arbres fruitiers. Nous avons le défoncement à l'explosif lorsque vous êtes sur un terrain rocheux ou rocailleux. Terrain rocheux ou rocailleux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pierres, de cailloux, où la possibilité de creuser avec une simple pioche est difficile. En ce moment, on utilise les explosifs qu'on appelle la dynamite pour creuser les trous. Donc les trous de plantation sont creusés à la dynamite. On enlève tous les cailloux et ensuite on remplit ce trou-là avec de la terre meuble et on installe notre plan. Donc voici les trois types de défoncement qui peuvent exister, mais il faut bien le dire, en général en Afrique, c'est le défoncement par trou ou le défoncement à l'explosif qui sont pratiqués parce que nous n'avons pas trop les moyens de pouvoir labourer au-delà de 80 cm. Ensuite, nous avons l'opération qui suit le défoncement, c'est ce qu'on appelle le saut-solage. Le saut-solage, il est fait avec une charrue à une profondeur, un labour d'une profondeur de 50 cm qui va dans les deux sens à croiser, c'est-à-dire que nous avons de façon latérale et de façon longitudinale, nous avons la charrue qui passe et repasse de façon croisée afin de pouvoir faciliter l'aération et le drainage au niveau du système racinaire. Ce n'est pas une obligation, une opération indispensable. Mais quand même, cette opération, quand l'arboriculteur a les moyens de la pratiquer, permet de créer les meilleures conditions d'épanouissement du système racinaire en plus de la floraison qu'il a fait. Alors, toujours aussi dans certaines zones très humides, marécageuses, le sous-solage va permettre de procéder au drainage de l'excès d'eau. Voilà. Donc ça, c'est l'opération qui suit le défoncement. Nous avons l'opération, après avoir défoncé, nous passons à la fumure de fond qui consiste à enrichir le sol avant l'installation des végétaux. La fumure de fond peut être faite de deux manières, selon deux façons. On peut faire la fumure de fond avec des engrais organiques, on peut faire la fumure de fond avec des engrais minéraux. Comme engrais organique, nous pouvons utiliser le fumier bien décomposé, bien sûr, il faut écouter, le fumier doit être bien décomposé parce que, selon même certains dit-on, qu'un fumier mal décomposé est pire que l'absence de fumier. Parce que quand le fumier est mal décomposé, il va provoquer le développement d'agents pathogènes au niveau de votre verger. Alors, quand vous utilisez le fumier, il faut qu'il soit bien décomposé. Ou encore du compost, il y a la possibilité d'utiliser le compost. Lorsque j'avais dit dans le nettoyage que vous avez la possibilité de garder, de faire du compostage avec les débris végétaux, et ce compost-là va être utilisé pour enrichir votre sol depuis comme engrais de fond. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser des engrais minéraux, le PNT, ça c'est notre engrais, c'est un engrais local, le phosphate naturel du TLMC, qui est exploité dans le sac de Bourem tout de suite. C'est un phosphate qui peut être utilisé comme engrais de fond. Il peut avoir les sulfates ou les chlorures de potassium qui peuvent être utilisés comme engrais de fond et qui vont permettre vraiment de pouvoir améliorer les conditions nutritives de votre sol. Il peut se faire partout, en plein champ. Ensuite, toujours dans le cadre de l'aménagement, il y a les amendements. Sauf que les amendements ne sont pas des opérations obligatoires. L'amendement peut être calcique ou humique. L'amendement calcique, c'est à base de calcaire et c'est recommandé lorsque vous avez un sol dont le pH est inférieur à 5,5. C'est-à-dire que nous savons tous que les pH inférieurs à 5,5 sont défavorables à l'épanouissement des arbres. Mais il faut faire attention. Lorsque le pH aussi va être trop supérieur à 5,5, c'est-à-dire au-delà de 7, là aussi c'est défavorable à l'épanouissement des arbres fruitiers parce que c'est ce pH-là 5,5 qui est compatible aux arbres fruitiers, au-dessus le pH de 6 jusqu'à 6,5 qui est compatible et qui permet la bonne structuration des arbres fruitiers. Donc l'amendement permet de corriger le pH. L'amendement humique, quant à lui, il va aussi améliorer le sol, même si il va pas, si la structure du sol est trop basique. L'amendement humique, à travers l'apport d'humus, de fumier ou encore de compost, va permettre de corriger la structure, la qualité du sol. Donc nous avons les deux types d'amendements qu'il ne faut pas confondre avec la fumure de fond, parce que la fumure de fond est pratiquement une obligation. Or les amendements, c'est en fonction de la nature du sol qu'on peut procéder à un amendement. Si votre sol ne nécessite pas un amendement, c'est une opération qui peut être
laissés de côté. Okay. Ensuite, enfin, après avoir passé à l'aménagement foncier de notre activité, de notre verger, nous allons quand même le protéger contre deux types d'ennemis. Les premiers ennemis, c'est quoi? C'est les animaux. Ce qui est encore, c'est parfois les maraudeurs. Bien, d'accord. Même si on peut, pour les maraudeurs, on peut parfois un peu accepter qu'ils viennent piquer quelque part, une ou deux mangues, il n'y a pas de problème. Mais quand même, la clôture permet de protéger. Les protections, c'est contre les maraudeurs, contre les animaux d'une manière générale, et une protection contre un autre ennemi qui est le vent. C'est pour cela que nous voyons comme protection, il y a les clôtures et les brise-vents. Les clôtures, c'est pour protéger contre les animaux et les maraudeurs. Cette clôture-là peut être faite de plusieurs façons. Ça peut être fait d'une structure vivante ou d'une structure morte. Lorsqu'elle est faite d'une structure vivante, ça veut dire par plantation d'arbres, on dit que c'est une haie vive. Lorsqu'elle est faite d'une structure morte, on dit que c'est une haie morte. Quand c'est la haie morte, on peut prendre des branchages, on peut prendre des petits troncs d'arbres, on peut parfois prendre du grillage, on peut prendre des fils de fer barbelés. On peut même construire un mur de clôture. Tout ça, c'est une structure morte, mais qui va empêcher l'accès du verger à d'autres. Ensuite, nous avons la possibilité, après avoir protégé contre les animaux et les maraudeurs, il faut protéger aussi contre les vents violents. C'est là qu'on va installer les brise-vents. Un brise-vent, comme son nom l'indique, est un rideau d'arbres permettant de ralentir, de diminuer l'effet des vents violents qui peuvent apporter un préjudice sur notre processus de pollinisation, qui peut apporter un préjudice sur le développement de notre plante en cassant les branches, en arrachant les feuilles, en cassant carrément parfois certains arbres si le vent est très violent. Donc on plante, sauf que quand vous plantez le brise-vent, la condition sine qua non, c'est que toujours les arbres du brise-vent doivent être plus grands que les arbres qu'ils protègent. Aussi, en fonction de l'espèce végétale que vous avez dans le verger, le brise-vent les espèces qui constituent le brise-vent doivent être choisies en conséquence. Alors, aussi, il faudra respecter des distances entre les brise-vents et votre premier rideau, votre première rangée d'arbres. Donc, aussi dans le choix toujours de l'espèce, évitez de prendre les espèces qui ont les mêmes ennemis que les arbres fruitiers qu'ils protègent. Sinon, il y aura un transfert des ennemis du brise-vent vers l'arbre fruitier. Donc, dans la protection, voici les deux types de protection que nous pouvons faire. Aussi, chers amis, vous voyez un peu aujourd'hui, nous avons tenté de parler un peu de l'aménagement du verger suite à notre première leçon. Donc, j'espère que à partir de ce moment, le choix du site, l'aménagement du verger sont déjà des notions qui sont acquises pour vous. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère qu'on va à la prochaine leçon par rapport à l'installation de la pépinière qui est l'obtention des nouveaux plants. Merci de votre attention. Bonne journée.